Alors bonjour Bonjour. à vous deux. Nous sommes ici dans le cadre de nos discussions sur la collégialité universitaire Mhm. et aujourd'hui nous allons discuter de transparence et d'imputabilité avec Laurent Moneta, professeur à la faculté de médecine, et Bonjour. Louis-Philippe Lampron, professeur à la faculté de droit. Et nous allons toucher tout ce qui touche de près ou de loin ce que ce serait que la transparence universitaire dans ses mécanismes, dans ses instances, dans son rapport avec l'entreprise privée, avec le public, mais surtout avec les gens qui constituent la communauté universitaire. Voilà un bien grand mot. Et je suis sûr que tout le monde est en faveur de la transparence. Euh, mais on pourrait commencer par définir nos concepts en rapport avec l'institution dont vous faites partie. Qu'est-ce que ce serait que la transparence universitaire? J'y vais. Mhm. Dans la transparence universitaire, une institution qui a une structure de gouvernance qui est transparente, une institution qui est transparente, c'est une institution qui est accessible, dans laquelle les rôles, les responsabilités, les processus sont clairs pour tout le monde. Puis, une institution dont les processus sont clairs, ça va motiver les gens à s'engager, à participer, et ça va motiver la confiance des membres de toute la communauté universitaire. Donc, au fond, une institution transparente, c'est un peu en opposition avec une institution qui soit opaque, ou qui ait des parties qui a un peu d'opacité. On ne comprend pas ce qui se passe. Quand on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, on devient inquiet face à ça. On suppose des choses. Donc, je dirais, en quelques mots, donc, que transparence est égale à accessibilité, à savoir, à comprendre, à motiver la participation. Donc, c'est un peu ça que je vois pour une structure universitaire transparente. Super. Louis-Philippe? Ouais, puis une structure universitaire, c'est vraiment une immense structure, surtout une université complète comme l'Université Laval. Donc, il y a des disciplines très, très différentes qui fonctionnent avec des paradigmes qui sont parfois, ils sont pas incompatibles, mais en tout cas, à tout le moins, ils sont très différents. Et donc, la tête d'une université, théoriquement, là, dans la structure générale, ben, c'est des gens qui sont là comme des exécutants, en fait, et ils sont là pour opérationnaliser les souhaits de la communauté. Mais donc, pour que la communauté soit certaine ou à tout le moins ait confiance que ces décisions-là reflètent bien les souhaits de la communauté elle-même, en fait, là, qui serait la source du pouvoir décisionnel dans une structure collégiale, ça implique nécessairement que les décisions soient expliquées, comme le disait Laura, puis que la transparence permette justement d'assurer la légitimité de ces décisions-là, toujours en les rattachant aux souhaits de la base. Puis je suis très, très sensible à ce que dit Laura, parce que j'y crois aussi là, fondamentalement que plus de transparence va venir nourrir l'engagement de la communauté, en fait, parce que ça va rajouter cette impression que quand on décide de donner son temps dans les nombreuses structures décisionnelles de l'université, ben, on le fait pas pour rien, on le fait pas dans le vide, et qu'on ne participe pas à un processus où les décisions sont déjà prises par ailleurs, mais que justement la voix va mener et va avoir un impact concret dans les décisions qui vont être prises. Ce serait. Vous suggérez qu'il y aurait des choses à éclaircir, Mhm. je dirais, dans la manière dont sont gouvernées ces différentes instances au sein de la communauté universitaire. Ce serait quoi les mécanismes qui pourraient être mis en place pour assurer la transparence que vous désirez voir apparaître? Mais je dirais que ce n'est pas des mécanismes à être mis en place. Au fond, dans les structures universitaires, Université Laval ou autres universités par ailleurs, ces mécanismes existent. Les procédures existent. Donc, il y a des instances à différents niveaux universitaires, autant au niveau des conseils universitaires, des commissions, comme la commission des affaires étudiantes, la commission de la recherche, etc. Mais à plus petit niveau aussi, à l'intérieur de chacune des unités, par exemple. Il existe des procédures qui pourrait favoriser une transparence. Le problème, des fois, qui arrive, c'est que ce n'est pas toujours respecté. Et si ce n'est pas toujours respecté, si ce n'est pas clair, si ce n'est pas accessible, ben, ça devient opaque. Et les gens ne savent pas c'est quoi qui se passe. Je donne un exemple d'une transparence que
de mon point de vue, fonctionne un peu. Par exemple, à l'intérieur d'une unité, quand on va donner un poste universitaire. Et la procédure pour donner un poste universitaire, elle est claire, elle est comprise par les membres de l'unité. Il peut y avoir des petites différences d'une unité à une autre, mais généralement, les membres de l'unité se réunissent, décident ensemble, bon, mais qu'est-ce qui va rentrer dans l'affichage, c'est quoi les besoins de l'université, font la demande aux ressources humaines, du poste, font l'affichage, délèguent un comité. Tout le monde sait qui est dans les comités. Le comité va déclarer ses conflits d'intérêts. Le comité va faire son travail de délégué, va revenir à l'unité. L'unité va avoir un nouveau moment de discussion. Donc, je ne sais pas si tu vois où je m'en viens, c'est qu'il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs allers-retours de moments de discussion collégiale, en groupe, participatif, qui nous permettent de voir, ben, on est tous ensemble dans cette prise de décision. Puis qu'est-ce que ça fait au fond? Ça fait que les jours qu'on va donner ces postes universitaires, on va avoir eu confiance dans le processus. Et donc, d'une, on va vouloir s'engager pour faire partie de ce comité qui est délégué parce qu'on sait que le travail va être clair, que le processus va être transparent. Et deux, quand on n'est pas dans les comités, on va avoir confiance dans ceux qui sont dans les comités parce que c'est clair. Puis on va avoir des moments pour venir vérifier. Donc, c'est une responsabilité qui est partagée. On va tous être responsables de ces processus-là. Okay? C'est un exemple d'un type de transparence que je trouve qui fonctionne en petite unité. Mais par ailleurs, il y a des processus qui existent dans les milieux universitaires qui fonctionnent moins bien, où cette transparence-là n'est pas aussi claire. N'est-ce pas, Louis-Philippe? Ben, tu parlais d'opacité tout à l'heure, puis c'est vraiment un bel exemple, en fait, de montrer en quoi la transparence va faire en sorte qu'on est certain que c'est le groupe qui a décidé, en fait, essentiellement, puis on n'a pas contourné la structure décisionnelle collective pour arriver à ses fins quand on est en haut, donc, de la pyramide, là. Mais c'est certain que avec l'imposition de plus en plus, c'est une tendance lourde, hein, l'imposition des standards de la nouvelle gestion publique à l'intérieur des institutions publiques et à l'intérieur des universités, ça fait des décennies que ça dure. C'est pas uniquement à l'Université Laval que ça se produit, mais en tout cas, dans les universités, puis pas besoin de faire référence à ce qui vient de se passer avec sa clique, là, mais les décisions qui sont prises à l'intérieur des conseils d'administration, ça, c'est un exemple clair là, d'opacité qui va devoir être améliorée, à notre sens, de manière assez urgente, parce que ces décisions-là, si on revient à la structure de l'Université Laval, c'est une institution qui fonctionne selon le principe de la bicaméralité. C'est-à-dire qu'on a les deux instances décisionnelles à l'Université Laval, c'est un conseil d'administration qui est responsable des décisions financières, budgétaires, construire des buildings, etc., les salaires, alors que de l'autre côté, on a aussi un conseil universitaire. Dans d'autres universités, on appelle ça un sénat, en fait. Et donc ça représente largement les membres des différentes disciplines universitaires qui sont enseignées, dans lesquelles on fait de la recherche à l'université, et des membres de la communauté universitaire au sens large. Les étudiants sont là-dessus, professionnels de recherche, les chargés de cours, etc. Et cette instance-là, elle est responsable des questions plus académiques, en fait. Donc, la contenu des programmes, etc. Mais évidemment, ces deux instances-là doivent travailler en binôme. Et non pas, on peut pas dire que la question académique a aucune incidence sur le budget et vice-versa, essentiellement. Mais c'est vraiment les deux instances décisionnelles, les deux piliers décisionnels de l'université. Et le CEX, en principe, est en dessous de ces deux instances-là. Bon. Et donc, il y a des membres du CEX, le recteur, des vice-recteurs, qui font partie à la fois du conseil d'administration et du conseil universitaire. Ce qui fait beaucoup de sens dans la structure, en fait, parce que c'est elles et eux qui sont responsables d'opérationnaliser les décisions qui sont prises par les deux instances. Bon. Maintenant, c'est certain que dans la pratique, on peut avoir l'impression qu'avec la managérialisation des universités, le CEX, les dirigeants de l'université, ils se considèrent, en tout cas, il y a un glissement, puis on a l'impression que la structure s'est inversée, puis que le CEX est là pour imposer, entre guillemets, les orientations à ces instances-là qui, dans une certaine mesure, peuvent, à plus ou moins grande échelle, là, faire du rubber stamping. Puis encore une fois, pour être capable de sortir de cette impression-là, il faut voir à l'intérieur de la boîte noire que représente le conseil d'administration. Il faut savoir quelles sont les prémices qui ont mené à l'aval de certaines décisions proposées par le comité exécutif ou encore proposées par le conseil universitaire. Et là, en ce moment, ça fait des années que ça dure à l'Université Laval, mais je dirais ça se construit petit morceau par petit morceau, cette opacité-là. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de la boîte noire, ou à tout le moins, on n'en sait pas assez. Puis ça affecte nécessairement la confiance que les décisions qui sont prises et imposées ensuite à l'entièreté de la communauté universitaire, elles viennent du haut de la pyramide et elles ne reflètent pas nécessairement, en tout cas, ça part pas de la base essentiellement.
Puis ça, c'est très, très, très problématique. Puis il faut absolument, à mon sens, là, améliorer cette caractéristique-là qui va ensuite permettre aux instances qui existent déjà, comme le disait Laura, de faire leur travail, mais cette fois-là de manière véritablement collégiale. Si je peux me permettre d'ajouter, c'est que il faut faire attention aussi avec ces concepts de transparence, de ne pas revenir et dire mais nous sommes transparents. Les gens vont dire souvent ça, mais nous sommes transparents. Vous avez accès aux procès-verbaux, vous avez accès à l'information, mais transparence, ça veut dire aussi accessibilité au niveau de la vraie accessibilité, c'est-à-dire un procès-verbal ou un document qui fait 200 pages et qui est difficile, avec un langage qui est compliqué et pas toujours accessible pour tous les membres de la communauté universitaire. Ça prend énormément de temps de les comprendre. Donc, la transparence, ça veut aussi dire de penser à la façon dans laquelle on diffuse cette information-là, comment l'information elle est présente, où est-ce qu'elle est, comment est-ce qu'on fait pour que ce soit facile à trouver et pas demander l'accès à l'information à chaque fois et d'une autre façon, qu'elle soit écrite d'une façon, dans une littératie, disons, accessible pour tout le monde dans la communauté universitaire. Je considère qu'il ne faut pas oublier aussi cet aspect-là. Donc, être transparent, ce n'est pas simplement dire ça existe. Ça existe, mais il est accessible à la communauté et cette idée d'accessibilité nous responsabilise tous parce que nous savons tous qu'est-ce qui est en train de se passer. Mm-hmm. On a vu dans les années récentes une demande, je pense, de la communauté universitaire dans le sens, en fait, de ce grand thème qui est celui de la collégialité. On l'a vu avec la grève de 2023. J'ai vu des relances récentes dans les médias venant de membres de la communauté universitaire et j'ai un peu l'impression, vous m'éclairez là-dessus, en fait, que ce désir de collégialité et donc de transparence vient un peu entrer en conflit avec un type de culture qui s'est instauré progressivement et qui touche pas juste l'université, mais en fait qui touche l'ensemble de la société. Et puis bon, ça percole partout, donc là aussi, qui est centré sur une gouvernance où ce qu'on favorise, disons, l'efficacité des processus, une forme de désengagement qui vient rentrer en conflit. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu dans votre pratique? Ben moi, je suis assez sûr, en fait, que plus de transparence va vraiment créer plus d'engagement, comme le disait Laura. Mais au-delà de ça, on sent vraiment un appétit pour ça, c'est-à-dire que pour vraiment une amélioration des processus décisionnels qui va faire en sorte de permettre davantage d'adhésion envers les décisions, en fait. C'est-à-dire que plus on comprend le contexte à l'intérieur duquel on a dû prendre la décision, puis plus ça facilite l'adhésion avec une décision avec laquelle, par ailleurs, on pourrait ne pas être en accord de prime abord. Puis un exemple de ça, c'est ce qui se passe avec, en ce moment, le dossier des cafétérias étudiantes. Donc, grosso modo, il y avait des associations étudiantes qui étaient responsables de plusieurs cafétérias étudiantes sur le campus. Et il y a eu un processus de réattribution, de réflexion, je ne sais pas comment l'appeler, qui a mené à une décision de l'administration, la haute administration de l'université, d'enlever la gestion de à peu près toutes les cafétérias étudiantes. Ben pas, il y a les cafés qui demeurent encore sur le campus, on parle vraiment d'autre chose, là. Mais les cafétérias étudiantes, grosso modo, là, quand on regarde d'où on part puis où est-ce qu'on s'en va avec cette décision-là, ben on a enlevé la gestion des cafétérias étudiantes aux associations étudiantes pour les donner à une entreprise à but lucratif, là, puis c'est rien contre cette entreprise en particulier, mais Cosmos essentiellement. Et donc, ce qui crée beaucoup de grogne chez les étudiants, qui lance une magnifique campagne de mobilisation par ailleurs pour amener l'administration à reculer et à revenir sur la décision, c'est justement l'opacité du processus. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression d'avoir été joués, ils ont l'impression de ne pas savoir sur quels critères on a fini par prendre la décision qui a été à leur désavantage. Puis, donc, grosso modo, ça crée, comme le disait Laura tout à l'heure, cette impression que si on donne pas accès à la boîte noire, c'est parce qu'on a des choses à cacher. C'est parce que si on exposait à la communauté universitaire la grille de critères sur la base desquels on s'est fondé pour dire, ben, là, en ce moment, c'était les étudiants, mais ce sera plus les étudiants, ça va être le Cosmos, ben, que la communauté sera pas d'accord avec ces critères-là. Parce que moi, par exemple, personnellement, si je vois dans la grille de critères qu'il y a aucun poids ou un poids insuffisant qui a été donné au fait que dans une communauté universitaire, ben, c'est un avantage
indéniable que d'offrir aux étudiants la possibilité d'avoir les deux mains dans le ventre de la bête alimentaire dans un contexte d'insécurité alimentaire, puis dans un contexte de formation citoyenne, qui est aussi au cœur de notre mission d'intérêt public, ben je vais me retourner vers mon administration en disant « ça fonctionne pas du tout, vous avez appliqué une grille qui était pas la bonne ». Fait que c'est juste un exemple, mais il se multiplie en fait ces exemples-là qui font en sorte de créer du désengagement, de créer de la grogne en fait, puis à terme, ça fait en sorte que la communauté, elle est moins solide si elle est moins solidaire. Puis une université, en particulier en 2025, là où les vents de face, là, ils soufflent pas mal fort, c'est fondamental d'aller vers plus de collégialité et ça passe nécessairement vers plus de transparence, à notre sens. Ça serait quoi, Laura, les avantages, en fait? Disons, des bénéfices concrets, ou je dirais plus immédiats, Oui. en fait, pour la communauté universitaire, spécialement les profs, puisque vous appartenez à ce corps, pour la qualité de la recherche, de l'enseignement, que d'avoir une meilleure transparence au travers des instances. C'est vraiment une très bonne question. En réalité, j'en vois plein. Je ne sais même pas pour lesquels commencer. Et je pense qu'il y a énormément de bénéfices et des avantages. Et des avantages. Et au fond, pour faire suite à ce que disait Louis-Philippe, quand on parle d'engagement, désengagement, quand une structure elle est transparente, quand on comprend, ça favorise aussi la communication. Si je comprends c'est quoi qui se passe, je vais me sentir avec le droit d'interagir, de poser des questions, de m'informer. Si c'est opaque, si c'est pas clair, si je ne comprends pas, je vais me retenir. Je vais peu à peu me désengager parce que je vais dire c'est pas pour moi, je ne comprends pas, ou même plus loin que ça. Ce que j'ai dit n'est pas pris en compte. De toute façon, les décisions sont déjà toutes faites. Si on prend par exemple la recherche, dans laquelle on a les subventions, les chaires de recherche, et les comités d'éthique, etc., si c'est clair quand est-ce qu'une prime de recherche est donnée, si c'est clair quand est-ce qu'une subvention est donnée, si je sais c'est quoi les critères, ça devient objectif. Et quand ça devient objectif, ça amène énormément d'avantages. D'un côté, je deviens plus crédible en tant que chercheur parce que je sais que j'ai passé par un processus qui a été juste, qui a été objectif, et je deviens crédible par rapport à mes pairs, par rapport à l'extérieur, à l'international également. Donc, c'est très important en tant que chercheur croire dans les processus et donc je vais avoir le goût de m'impliquer, de faire des commissions par les pairs, de faire partie de l'exercice également. Ça devient tout un projet qui est collectif. Donc, je pense que du côté de la recherche, je vois que des avantages. Du côté de l'enseignement, en tant que professeur, mais aussi pour les chargés d'enseignement, pour toutes les personnes, les chargés de cours, etc., je pense que c'est très important parce qu'une structure transparente, quand on sait pourquoi une personne donne un cours ou on donne un autre, on sait les choses à l'avance, on a accès au matériel comme il faut. Quand tout devient clair, ça crée un climat, un environnement de travail qui est basé sur une confiance, qui est clair. Je sais que les choses vont bien se passer, je sais que c'était clair, je l'ai appris, ça fait longtemps. Je sais quel jour, comment je vais savoir, comment je vais avoir accès à l'information. Donc, encore un autre avantage. Donc, au fond, je ne vois aucun désavantage à être transparent. J'aime ça de cette manière-là. On a évoqué... Moi, si je peux rebondir, c'est-à-dire que c'est vraiment lié à l'imputabilité aussi, la transparence. Oui. Parce que de connaître le processus, de connaître les critères, de connaître les raisons, de connaître le cadre budgétaire sur la base duquel on se forme pour dire, là, on n'a pas le choix, vous voyez, voici nos livres, on n'a pas le choix que de se serrer la ceinture. Parce qu'il y a beaucoup ça aussi dans l'opacité, c'est que ça permet, en fait, au capitaine du navire de dire, là, on tourne à gauche, mais on ferme tous les hublots, mais fiez-vous sur nous, là, il y a un iceberg qui est à droite, essentiellement. Et donc, ça permet de remettre en cause les décisions. Fait que tout est une question de posture. Si les dirigeants se considèrent comme étant les exécutants de la volonté de la communauté universitaire, pour faire ta job d'exécutant correctement, ça passe nécessairement par plus de transparence parce qu'il faut que la communauté soit capable de se fonder sur le contexte réel, sur les faits, en fait, pour prendre cette décision-là. Puis après ça, il faut aussi que la communauté soit capable de regarder les effets nets de sa propre décision pour peut-être corriger le tir. Donc, l'imputabilité est associée à la transparence, voire la transparence est une condition indissociable de l'imputabilité, parce que si on n'a pas accès aux données, nécessairement, moi, je vais toujours dire que, fiez-vous sur nous, ma décision est la bonne, essentiellement, mais la capacité du groupe à remettre en question ces décisions-là passe par l'accès aux faits, en fait. Fait que ça crée plus d'engagement, mais en plus, ça force, je dirais, la direction et les dirigeants à
à montrer patte blanche, en fait, et montrer que ces décisions-là sont les bonnes et elles reflètent bien la décision du groupe. Oui, puis ça donne aussi cet effet de responsabilisation collective. Donc, je suis responsable du projet car je connais, je participe à toutes les étapes du projet, j'ai accès à toute l'information pour le projet. Donc, comme dit Louis-Philippe, si à un moment donné, il y a un projet qui n'aboutit pas comme on l'avait souhaité, ben on les voit venir tous ensemble. C'est jamais une surprise qui tombe de je ne sais pas où, puis qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'est-ce que je n'ai pas compris dans ces processus, comment ça s'est fait que je pensais qu'on avait l'argent, puis on n'en a plus. Quelque part, je suis informée et j'ai un espace pour exprimer mes opinions puis mes questions. Donc, je pense que ça vient tout ensemble, c'est tout interconnecté. Si on est tous responsables collectivement des projets, ben, on va tous avancer ensemble. Puis évidemment, l'administration va avoir une imputabilité qui est différente en fonction du type de projet dans lequel on est embarqué. Mais chaque changement d'opinion, chaque changement au mouvement du bateau, disons, et je ne sais pas si un bateau se conduit comme ça, par contre, le mouvement d'un bateau, ça va nous amener à dire, OK, oui, on les voyait venir, oh, ce n'est pas une grande surprise. Et donc, on fait confiance. Vous avez évoqué le fait que la structure même de l'université, elle est collégiale dans son essence, d'une certaine manière. Vous avez évoqué l'idée qu'une plus grande transparence favoriserait l'engagement et donc juste le fait que les gens se sentent partie prenante des décisions, déjà assure une forme de transparence et même qu'il n'y a pas nécessairement autre chose à mettre en place, il n'y a pas de mécanisme supplémentaire. Vous avez bien assez de documents qui gère tous les raccoins de la culture universitaire. Mais par ailleurs, l'institution universitaire a de plus en plus de partenariats avec l'entreprise privée. Et dans le privé, il existe une culture du secret et de l'opacité. Et c'est une culture du secret et de l'opacité qui est revendiquée. Au sens où on en fait une condition de réussite et même de mode opératoire, en fait, là, de cette culture-là, parce que le secret commercial, parce que la concurrence, etc. Et donc, on arrive avec une institution qui se veut ou qu'on voudrait plus ouverte et transparente, et un secteur qui, lui, fonctionne sur le principe du secret. Mais comment conjuguer ces affaires-là quand on arrive avec des partenariats, parce qu'il y a eu toutes sortes de partenariats entre l'université et le secteur privé. Et donc, je voudrais vous entendre là-dessus. Là, comment est-ce qu'on arrive à conjuguer la transparence avec une culture du secret qui appartient à un autre secteur? Moi, je dirais que la transparence, elle est la condition permettant de réaliser des partenariats avec le privé d'une manière qui est compatible avec la mission d'intérêt public de l'université. Parce que l'université, on le disait, je veux dire, c'est vraiment des disciplines, surtout une université complète, là, extrêmement variées. Donc, en génie, la recherche va pas se faire de la même manière qu'en droit, qu'en sociologie, qu'en médecine, etc. Il y a des cas où ça peut être tout à fait compatible avec l'intérêt public, en fait, là, de lier des liens avec des entreprises privées pour être capable, dans certaines circonstances, de faire avancer la recherche, d'avoir accès justement à des éléments de ce secret commercial-là qui permettraient de faire avancer des recherches de pointe qui vont bénéficier à l'ensemble de la population. Donc, c'est un équilibre, à quelque part, mais c'est certain que tout part des conditions dans le cadre desquels on va négocier ces partenariats-là avec le public. Quand on arrive à table et qu'on est déjà à genoux dans n'importe quel processus de négociation, on risque fort de donner dans la compromission par rapport à ce qui est nécessaire pour que l'université demeure l'université et surtout que parce que c'est pas simplement une question de privilège, la question du mur de Chine, puis l'autonomie des universitaires, etc. C'est la condition permettant d'assurer la confiance de la population envers ce qui se passe à l'intérieur de l'université. Alors ça, on a l'impression que c'est les intérêts commerciaux de partenaires privés qui biaisent ce qui peut sortir de l'université, puis ce qui peut pas sortir de l'université quand c'est contraire aux intérêts des partenaires privés, ben c'est l'édifice qui s'écroule. C'est-à-dire qu'on va perdre la raison d'être de l'université, puis la population va arrêter, avec raison, de croire en la véracité, en la rigueur de ce qui se passe à l'intérieur de l'université. Alors, grosso modo, là, pour moi, là, la fine ligne, c'est de dire tous les partenariats sont possibles, on peut en discuter, et la condition de
de légitimité d'un partenariat avec un acteur externe de l'université, que ce soit une entreprise privée ou encore un syndicat, par exemple, parce que je veux dire, il y a des partenariats non gouvernementaux qui sont de différents, ils ont tous leur agenda, en fait. C'est justement le fait que on ne peut pas faire en sorte que le partenariat mène à des restrictions qui sont incompatibles avec la mission d'intérêt public de l'université. Fait que le secret du partenaire et l'intérêt d'un partenaire à but lucratif ne peut pas mener, à mon sens, légitimement à des restrictions qui font faire en sorte que le chercheur universitaire qui est impliqué dans le projet, ben, soit il peut pas révéler qu'il y a une entente avec le partenaire privé, soit il peut pas diffuser les résultats de sa recherche et donc en faire profiter l'ensemble de la population. Alors, je dirais que c'est des conditions de cette nature-là qui ne peuvent être nourries que par davantage de transparence. Parce que si tout le monde sait comment est-ce qu'on est capable, où est-ce qu'on le place le curseur en disant, ben oui à ce type de partenariat-là, non à d'autres, c'est dans la délibération collective, en pleine lumière, qu'on va être capable de convaincre, la communauté que c'est pour le bien commun, mais deux, même la population qui peut s'intéresser, en fait, en comment ça, ce chercheur-là, Laura, travaille avec telle entreprise, par exemple, mais là, elle peut se retourner en disant, mais ça a été fait en respectant le cadre, machin, puis avec une délibération collective pour s'assurer que le mur de Chine, il tient. C'est pas juste une façade, en fait, permettant de bourrer le mou de la population. Exact. Puis ces cadres, justement, il faut que ce soit transparent, il faut que ce soit clair, puis si nécessaire, il faut qu'il y ait des consultations, parce qu'on a énormément d'experts à l'intérieur de l'université, des experts dans tous les domaines qui peuvent donner leur opinion, collaborer, essayer de... Donc, je pense que on se prive des fois de toute cette expertise-là si on n'ouvre pas la porte à des consultations, puis à des façons de voir comment on peut établir ces liens-là. Donc, je pense que c'est quand même aussi, ça fait encore une fois partie de la transparence universitaire. On dirait que c'est comme un grand mot parapluie qu'on utilise là, mais je pense que dès qu'on a une structure qui est transparente, il y a énormément de processus budgétaires, de nomination, etc., qui s'éclaircissent grâce à cette structure-là. Il faut savoir d'où on parle si on veut qu'on nous fasse confiance. En exact. fait.